Rebonjour, il est 11 heures. Donc nous allons reprendre la deuxième séquence de cette journée, connaissances et référentiels. Je vous rappelle que pour intervenir, vous avez, pour discuter entre vous et échanger, le canal de discussion. Nous n'interviendrons pas et ne répondrons pas sur ce canal en particulier. Pour les questions concernant les intervenants, et qui sont liées aux thématiques développées, vous utilisez de manière exclusive questions et réponses, Q et R, qui se trouvent en bas de votre écran. Je vais donc passer la parole à Thomas Barnouin. Thomas, est-ce que tu es là? Eh bien, écoute, tu as la parole pour nous présenter les nouveautés tant scientifiques que régionales pour la faune de France. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Bonjour à Oui. tous. Alors, fenêtre, on y est. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Oui. On n'était pas en plein écran encore, mais impeccable. C'est bon? Super. Très bien. Mais bonjour à tous. Donc, je me présente, Thomas Barnois. Je travaille au Laboratoire national d'entomologie forestière donc de l'ONF. Je vais vous présenter je vais vous présenter les nouveaux coléoptères, donc saproxiques pour la faune de France. J'ai fait ce travail-là justement pour le webinaire, hein, exprès pour le webinaire. Donc, avec la collaboration de Fabien Soldati. Alors, est-ce que ça avance? Alors, comme il a été dit précédemment, donc l'état des connaissances sur les coléoptères saproxyliques, la base de la liste des coléoptères saproxyliques de France, c'est le travail qui a été réalisé sur Frisbee et qui a donné lieu à la publication en 2019 de l'ouvrage sur les coléoptères saproxyliques de France et qui permet de définir ce que c'est qu'un coléoptère saproxylique, une définition plus moderne effectivement que celle de Spey. Il liste ce travail liste 2663 espèces, dont 58,1% d'espèces qui sont strictement liées au bois mort et à ses annexes, et 41,9% de ce qu'on appelle des espèces facultatives, c'est-à-dire qui peuvent se développer dans d'autres milieux. Donc, ce travail va nous servir de référence pour essayer de voir les espèces qui ont été ajoutées en fait à cette liste des 2663 espèces. Donc, ce que nous avons inclus dans cette liste, donc les espèces autochtones qui auraient pu être omises et qui ont été signalées avant 2019. Des nouvelles espèces indigènes, donc autochtones aussi, découvertes en France après 2019. Les nouvelles espèces introduites naturalisées en France depuis 2019. Voilà. Ensuite, les espèces réhabilitées suite à une révision taxonomique. Et enfin, les nouvelles espèces pour la science, donc décrites depuis, on va dire, 2017, 2018, 2019 et après. Et qui ont été décrites de France ou signalées par la suite pour la France. Donc j'ai fait deux approches. Une première approche en faisant une comparaison entre le catalogue des coléoptères de France version 2014, où théoriquement toutes les espèces saproxyliques sont intégrées dans le travail de Bouger, versus la version 2021, qui est disponible sur le site de l'ARE. Et donc, nous avons comparé ces deux listes et vérifié si les espèces avaient été signalées dans le travail de Bouger, dans le travail de Frisbee. La seconde approche, pour essayer d'éviter d'omettre des espèces, c'est une consultation de la bibliographie de 2017 à 2021, avec des revues françaises nationales, donc les Annales de la CEF, le bulletin de la CEF, l'entomologiste, le bulletin de la COREP, ainsi que des revues françaises régionales, et également des revues de pays limitrophes, donc de Belgique, de Suisse, d'Espagne, d'Italie et d'Angleterre.
Donc, par contre, nous avons été obligés de limiter un peu l'approche. Nous avons exclu donc, tout ce qui est littérature grise, rapports, blogs, forums. Nous n'avons pas intégré les nouvelles synonymies, c'est-à-dire pouvant exclure certaines espèces. Hein. Nous n'avons trouvé qu'un seul cas, mais il peut y en exister d'autres. Hein. Donc, c'est le cas de Corynetes pusillus, hein, un cléridé, qui a été mis en synonymie de Corynetes geniculatus. Ensuite, nous avons révisé nous ne révisons pas la liste établie et ne remettons pas en cause les choix qui ont été établis lors du travail qui a été fait par Christophe Bouget et ses collaborateurs. Donc, un exemple parmi tant d'autres hein, d'évolution qui pourrait avoir lieu dans cette liste, c'est le cas des Euconus, hein, donc des célaphinés. Non, excusez-moi, des Euconus, c'est des célaphinés. Donc, le sous-genre Sapocus, où il y a référencé dans le CCF 6 espèces, dont une seule n'est pas saproxylique. Donc, on a essayé de savoir rapidement pourquoi elle n'était pas considérée comme saproxylique. Donc, il faut savoir que ce sous-genre tous les représentants de ce sous-genre sont myrmécophiles. Donc, Rousset avait sorti en 2020 la liste des hôtes de ces espèces. Donc, on peut s'apercevoir qu'effectivement, Euconus chrysocomus est lié à des messors et des tétramoriums, qui ne sont pas des espèces de fourmis qu'on retrouve dans le bois mort. Par contre, que 4 autres espèces étaient associées à des lasius, qui, eux, sont régulièrement trouvés dans le bois. Par contre, une espèce, Euconus cornutor, est associée également aux messors et tétramorium. Et ce qui voudrait dire que théoriquement, on devrait la retirer donc, de la liste des saproxyliques. Donc, il s'agit d'un exemple hein, de révision qui pourrait être fait, mais que nous n'avons pas réalisé dans le cadre de ce travail. Ensuite, nous n'avons pas intégré tout ce qui est espèces introduites interceptées. Donc, on a considéré uniquement les espèces introduites que l'on sait ou que l'on suppose naturalisées actuellement en France. Parce qu'il y a pas mal d'interceptions aujourd'hui dans les ports. Alain Roque vous en parlera donc par la suite. Là, je vous ai donné quelques espèces de coléoptères saproxyliques qui ont été interceptées récemment. Donc, je vais commencer par les Staphylinidés hein, et la sous-famille des Psélaphinés avec le genre Cephenium. Donc, il y a eu pas mal de petits oublis qui avaient été faits dans ce groupe-là. Hein, pas mal d'espèces qui avaient été signalées donc, par Rousset, des nouvelles espèces qui avaient été décrites par Rousset en 2017 et une autre également en 2020. Et 2 omissions avant 2019, donc les Cephenium d'Oderoy et Cephenium lantoscense. Donc, je vous ai mis la publication qui fait référence donc, à la dernière description de Rousset de 2020 et où on retrouve toute la bibliographie concernant ces espèces. Donc, ce sont des coléoptères saproxyliques facultatifs qu'on va retrouver généralement dans les litières et qui peuvent se retrouver donc dans le bois mort. Ensuite, une autre espèce de Cynmenidés qui a été signalée dans l'entomologiste encore par Jean Rousset. Microcynmus degalieri. Donc, c'est une bête qui a été décrite en 2017. C'est la 3e espèce du genre décrite. C'est un endémique corso-sarde qui est présente donc en Corse pour la France. C'est un coléoptère saproxylique facultatif, prédateur d'acariens, hein, comme tout le genre, et qu'on va retrouver surtout dans les feuillus, les carrés rouges de châtaignier en particulier, mais également qui a été trouvé sur sapin. Mais on peut aussi également le retrouver dans les mousses et les litières, ce qui fait qu'il est considéré comme un coléoptère saproxylique facultatif. Ensuite, une autre espèce de Cynmenidés, Cynmoraphès brucki, donc qui est uniquement signalé dans le CCF de 2021 par Rousset et qui a été trouvé en Corse et en Italie aussi. Pour les autres espèces de Staphylinidés, on a pu trouver donc, dans le CCF donc, signalé par Tronquet 2 espèces de Bolitocata tecta,
donc, qui est une espèce qui était confondue avec Bolitocara pulcra, qui est lui considéré comme saproxylique. Donc, il peut être considéré d'ores et déjà comme un saproxylique. Et Bolitocara humeralis. Donc là, dans ce cas-là, nous n'avons pas d'informations concernant sa biologie et son écologie. Mais la plupart des Bolitocara étant considérés comme saproxyliques, on peut supposer qu'il s'agit là encore d'une espèce saproxylique. Nous avons trouvé 9 autres espèces de Staphylinidae dans des genres où des espèces saproxyliques ont été signalées, mais nous n'avons pas d'informations concernant donc leur écologie et leur milieu de vie. Donc, en sachant que dans la plupart de ces genres, les espèces ne sont pas saproxyliques, on peut mettre en doute donc le caractère saproxylique pour toutes ces espèces, donc pour ces 9 espèces. Ensuite, une espèce de ptinidée, donc Cacotebnos thomsoni, donc qui a été signalée dans l'entomologiste en 2019. Donc, il avait été anciennement mentionné par Espagnol en 1960, mais par la suite, il a été confondu avec Cacotebnus rufipes et donc n'avait pas été pris en compte dans le travail de Bouger de 2019. Donc, c'est une espèce indigène en France qu'on va trouver en altitude dans les Alpes. Et qui va se trouver dans Drôme, en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie. Et probablement peut-être plus au sud aussi. Ça sera à vérifier. C'est un saproxylique obligatoire, saproxylophage, qu'on va retrouver sur les résineux, épicéas et sapins en particulier. Ensuite, une espèce de latrididée, Corticarina alemanica. Donc, il a été signalé uniquement donc, dans le CCF par Rose en 2021. Donc, il a été signalé des Yvelines. Alors, Rose le signale également d'Allemagne, mais il est signalé également de Suède et de Suisse, donc d'après Rucker. Et cette bête serait quand même à confirmer en France, puisqu'elle a été trouvée que par un seul spécimen. Ensuite, une nouvelle espèce pour la science, décrite en 2021 par Dodelin, donc Rhizophagus diaboli. Donc, il s'agit d'une espèce qui est très proche de Rhizophagus depressus, donc il fait partie du groupe des Rhizophagus depressus, le sous-genre. Il a été décrit donc de l'un par un spécimen mâle et de Drôme par 2 spécimens mâles et une femelle. Il s'agirait d'un saproxylique obligatoire, prédateur et ou saproxylophage. Généralement, beaucoup de Rhizophagus sont associés aux scolites en particulier. Et on le retrouverait plutôt dans les sapinières et possiblement sur sapins, même si pour l'instant nous ne disposons pas de données de terrain permettant de confirmer l'essence sur laquelle on peut le trouver. Une autre espèce nouvelle pour la science, dans la famille des Sciidés, Cis festivoides, qui était décrit par Rose dans le bulletin de la CEF en 2021. Donc, c'est une espèce très proche de Cis festivus, décrit sur, si je me souviens bien, une dizaine d'exemplaires, qui se distingue en fait de festivus uniquement par les génitalia. Il a été signalé, il a été décrit des Pyrénées-Orientales, des Saônes, de Seine-et-Marne et de Moselle. Donc, c'est une bête qui est probablement largement distribuée. C'est un saproxylique obligatoire, donc comme tous les représentants de cette famille, c'est des espèces qui sont associées aux champignons limicoles, donc ce sont des mycétophages, que ce soit à l'état adulte ou à l'état larvaire. Et il serait associé, il y aurait une donnée sur Stéréum, donc dans les Pyrénées-Orientales, mais compte tenu de son appartenance au groupe Festivus, il serait probablement plus polyphage. Ensuite, un Ténébrionidé, Corticeus rufithorax, qui a été signalé par Fabien Soldati, donc récemment, en 2019. Donc, c'est une espèce indigène qui avait été mal interprétée dans les descriptions. C'est une bête méditerranéenne, très localisée en France. Donc, pour l'instant, il n'est connu que de l'Aude, dans les pinèdes de pin d'Alep. C'est un saproxylique obligatoire, probablement prédateur de scolites.
Les corticéus sont généralement associés aux scolites, où ils vont être prédateurs ou saprophages. Donc on va le retrouver dans les canopées, sous les écorces des branches et branchettes des arbres dépérissants. Donc c'est un milieu qui est assez difficile d'accès souvent, puisque c'est assez haut et il faut trouver le bon milieu, c'est assez compliqué. Une autre espèce de ténébrionidés, signalée également par Soldati, un Eubéus dieki. Donc c'est une espèce indigène également de France, découverte en 2016 et signalée en 2019. C'est une espèce également méditerranéenne qui est également très localisée. Elle est connue pour l'instant que de l'Aude et de l'Hérault. C'est un saproxylique obligatoire, saproxylophage, qu'on va retrouver sur feuillus, essentiellement chêne vert, mais également olivier sauvage. Il a été trouvé sur olivier sauvage. Et il se développerait dans les branches mortes des arbres vivants. Ensuite, un cérambycidé qui est introduit, découvert pour la première fois en région bordelaise, Deutrecus chinensis, donc signalé par Cocampo et consorts, dans le butin de la Société entomologique de France. Donc, il a été découvert pour la première fois par un spécimen dans la région bordelaise, donc à Bordeaux même, et a été repris de manière très régulière dans l'Hérault, autour du port de Sète. Donc il est repris régulièrement depuis 2019. Il se développe sur les mûriers. C'est un saproxylique obligatoire, xylophage, donc sur mûrier. On va passer à la famille des curculionidés pour commencer les cossonidés. Donc avec une espèce Eophrium rufum, originaire de Nouvelle-Zélande, qui a été signalée par Maudet et Cherpitel dans l'entomologiste en 2019. C'est une espèce introduite, naturalisée en France depuis 2017, mais certainement bien avant, d'après les auteurs, donc en Loire-Atlantique, à Nantes. C'est un saproxylite obligatoire, saproxylophage. On va le retrouver sur diverses essences, sur du bois mort décomposé humide. Donc la particularité de cette espèce, c'est que c'est une espèce synanthrope qui va surtout s'attaquer aux meubles et aux parquets. Voilà. Ensuite, dans les curculonidés, dans la sous-famille des mollitinés, Pisodes hiroratus, donc signalé par Aran, Langor, Roch et Jabal en 2016 et qui n'avait pas été pris en compte, alors que l'ensemble des Pisodes sont des saproxyliques obligatoires. Donc c'est une espèce indigène en France, découverte en 2016, proche de Pisodes arciniae, une espèce montagnarde trouvée en France dans les Hautes-Alpes, mais également signalée d'Italie, en Italie et en Russie, en Italie et en Suisse, et il a été décrit de Russie. Donc probablement sur résineux, pin et ou mélèze, en forêt de montagne. Ensuite, curculiné mollitiné, un agléteste awanensis du sud-est de la France, introduit d'Asie de l'Est, donc naturalisé depuis 2019. C'est une bête qui va s'attaquer au ficus et qui peut créer des problèmes au niveau de la production de figuier en particulier. Les scolitinés, Crypturgus subcribrosus, c'est une espèce qui était confondue avec Crypturgus cinereus, une indigène de France, signalée en 2020, et qui est aujourd'hui connue du nord-est et des massifs des Alpes en altitude. C'est un saproxylite obligatoire qui se trouve sur résineux, sur Abies, Picea et Pinus, et qui a été mentionné par Moucheron et Hall dans l'Amblyonea. Donc, dans la publication qui est sortie en 2020, donc sur les coléoptères, sur les scolitinés et platypodinés introduits en France, il a été signalé 2 nouvelles espèces de scolitinés. Origine, donc la première, Xylotherus polytus, qui est originaire d'Amérique du Nord, qui a été introduite et qui est naturalisée en France dans la région de Seine-Maritime.
probablement originaire du port du Havre. Enfin, il est rentré par le port du Havre. C'est un saproxylite obligatoire, xylomycétophage, donc c'est une ambrosia beetle qui va se développer avec des champignons qui lui sont associés. Il se développe sur feuillus, principalement sur les fagacées. Et il a été signalé en France sur érable, trouvé en France sur érable par Benoît Dodle. Une autre espèce qui pour l'instant reste à déterminer, Amasa sp nirtruncata. Donc c'est une bête qui est originaire d'Australie, dont l'identité pour l'instant reste à finaliser. Introduite naturalisée en France depuis 2018, elle a été trouvée dans le Var, les Alpes-Maritimes, et proche d'un port dans les Bouches-du-Rhône. Il n'est peut-être pas naturalisé dans cette région, mais il a été trouvé. C'est un saproxylite obligatoire, xylomycétophage, également une ambrosia beetle, et supposément sur eucalyptus, mais ça serait à confirmer. Donc le bilan, on a actuellement 24 espèces nouvelles depuis qui se rajouteraient donc à la liste Frisbee, la liste de Bouger et Al 2019. La plus grande partie, c'est des staphylinidae et des espèces découvertes ou réhabilitées. Mais on voit qu'il y a pas mal de nouvelles espèces décrites également, et aussi un certain nombre d'espèces introduites, en particulier dans les cérambycidés et les curculionidés. Le futur, il y a plusieurs espèces qui sont déjà connues mais pas encore publiées, entre autres dans les ptinidés, les zoophéridés, les monotomidés avec une nouvelle espèce exotique naturalisée, les ténébrionidés, de nouvelles espèces indigènes, et surtout les scolitidés et platypodinés avec 4 nouvelles espèces exotiques naturalisées qui seront signalées prochainement, et la description d'une nouvelle espèce pour la science. Je vous remercie. Merci Thomas. Donc si vous avez des questions à poser à Thomas, n'hésitez pas à les poser tout de suite dans la section questions et réponses. Nous les transmettrons à Thomas donc, après la présentation d'Alain Roch. Voilà, Alain, tu as la parole et tu peux donc partager ta présentation. Nous sommes parfaitement dans les temps et je vous en remercie tous. Il est 11h25. 11h25 déjà. Et donc, voilà. Alain, tu as la parole pour une vingtaine de minutes. D'accord. Vous m'entendez là? Oui, parfaitement bien. Bon, bonjour à tout le monde et puis merci de l'invitation. Donc, je vais vous présenter quelque chose d'un peu plus général par rapport aux différentes présentations qui sont programmées, et je terminerai par les projets que nous avons développés de surveillance de l'arrivée de nouvelles espèces dont vient juste de parler Thomas. Bon, il est évident pour tout le monde aujourd'hui qu'on a des mouvements de part et d'autre de la planète et de plus en plus rapides d'espèces, et notamment d'espèces xylophages. Mais quand on regarde de manière plus précise ce qui se passe au niveau de l'arrivée des espèces exotiques en Europe, c'est valable aussi pour les autres continents, et que l'on dissocie en fonction du régime alimentaire cette arrivée, on peut s'apercevoir que l'augmentation exponentielle des arrivées et des établissements d'espèces exotiques correspond essentiellement à l'arrivée de nouvelles espèces phytophages. Donc là, je ne parle pas seulement des xylophages, mais d'espèces phytophages, et on se retrouve avec un doublement de l'arrivée du nombre d'espèces entre les périodes 1950-1975 et ce qui se passe depuis l'an 2000. On a 9,5 nouvelles espèces par an qui arrivent en moyenne chaque année en Europe. Quand on va encore plus loin et qu'on essaye de dissocier les espèces qui sont liées aux plantes ligneuses et aux herbacées et grandes cultures, donc la première catégorie, c'est celle qui nous intéresse, on s'aperçoit que cette augmentation en espèces phytophages est essentiellement due aux phytophages surligneux, c'est-à-dire en grande majorité à des espèces qui sont soit des défoliateurs, soit des xylophages. Vous avez ici
la figure pour l'ensemble des espèces liées aux ligneux, on peut s'apercevoir que on a beaucoup plus d'espèces en vert, figurées en vert ici, qui correspondent à des défoliateurs qu'à des xylophages qui sont figurés en rouge. Néanmoins, on a eu 73 xylophages introduits qui sont établis en Europe. Et à l'heure actuelle, on a en moyenne 1,3 nouvelles espèces qui arrivent par an depuis l'an 2000. Maintenant, une des questions qui est peut-être la plus importante aujourd'hui, c'est que la majorité de ces espèces sont des espèces qu'on peut qualifier d'émergentes, dans le sens où elles n'ont pas été observées comme étant envahissantes ailleurs dans le monde. C'est le cas, par exemple, des trois espèces qui sont figurées, dont le Xylotrecus chinensis dont vient de vous parler Thomas. Mais c'est le cas de la majorité des espèces qui arrivent aujourd'hui, c'est-à-dire que disons, on ne peut pas se baser sur des listes pouvant exister ailleurs dans le monde d'espèces envahissantes pour essayer de dire attention, ce sont celles-là qui vont arriver. Et ça correspond aussi au fait qu'on a un changement important dans l'origine des espèces envahissantes, où précédemment on se retrouvait dans une situation où l'Amérique du Nord était, disons, la plus pourvoyeuse en espèces envahissantes, et dans la dernière période, c'est l'Asie et principalement la Chine qui a remplacé cette origine d'Amérique du Nord. Donc, une des questions qui nous est posée, c'est peut-on s'appuyer sur les interceptions pour prédire les établissements? En fait, en Europe, où il y a, disons, pour parler franchement, il y a un certain nombre de lacunes par rapport au contrôle phytosanitaire aux frontières, on s'aperçoit qu'on n'a eu que 7 espèces exotiques d'insectes liés aux ligneux qui ont été interceptées pour plus d'une centaine établies entre 1995 et 2012. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est dû à des défaillances dans les systèmes de contrôle phytosanitaire? Mais il y a une publication qui vient de sortir là, qui montre que en Australie, où les contrôles sont nettement plus rigoureux, hein, où c'est pas basé sur des listes de quarantaine où on ne regarde que les espèces de quarantaine, mais c'est basé sur les interceptions de tout ce qui n'est pas d'origine australienne. Eh bien, 61 espèces sur plus d'une centaine n'ont jamais été interceptées durant la dernière période en Australie, alors qu'elles se sont établies. Donc la question qui nous est posée, c'est comment peut-on cibler les espèces qui, entre guillemets, sont inconnues, ne sont pas présentes sur les listes locales de ravageurs ou sur les listes d'envahisseurs sur d'autres continents, et est-ce qu'on peut arriver à les cibler? Alors il y a deux possibilités, c'est on peut utiliser des produits spécifiques permettant aux frontières et notamment dans les ports de cibler des espèces, mais là, on n'arrivera pas à détecter les espèces par nature inconnues. Ou alors, on peut essayer de définir des mélanges à vocation générique qui permettent d'avoir un spectre d'attractivité et donc de détection beaucoup plus large. Alors, ça implique évidemment de ne pas tester que dans les ports, dans le sens où dans les ports, l'arrivée est par nature aléatoire, donc les tests statistiques ne peuvent pas exister par rapport à l'utilité ou pas de mélange générique. Et donc, on a eu un projet entre 2016 et 2019 qui a visé à définir des mélanges pour une attraction générique la plus importante possible pour la détection de ces espèces inconnues. Et pour ça, on s'est appuyé sur les progrès récents dans la chimie des phéromones de cérambicides. Donc, on a pris les cérambicides xylophages comme élément, disons, comme sujet d'étude. Et dans ce groupe, il y a aujourd'hui plus de 400 phéromones, soit d'agrégation, soit des phéromones sexuels, qui ont été identifiés. Et l'élément le plus important à considérer pour nous, c'est que ces phéromones sont
dans la plupart des cas, bien conservés au niveau mondial, au niveau d'un genre, voire d'une tribu, voire d'une sous-famille, et que ça permet donc de se dire, si on arrive à définir un mélange qui combine un certain nombre de ces produits, on peut espérer capturer des espèces des mêmes genres, des mêmes tribus ou des mêmes sous-familles arrivant en Europe. Maintenant, ça implique de tester si le mélange de ces produits va ou pas nous induire une répulsion. Et pour ça, eh bien, il faut le tester en forêt. Donc, vous avez les produits. Alors, je ne vous les commande pas parce que ça prendrait trop de temps. Et de toute façon, vu l'enregistrement, ça sera à votre disposition. Et il y a une publication qu'on a faite dans le Journal of Pest Science où on a combiné successivement un produit, puis 2 produits, puis 4 produits, puis 8 produits. Et ça nous a amené à définir le mélange que vous avez là, qui correspond à la possibilité d'attirer un nombre relativement considérable d'insectes de différentes tribus et sous-familles de cérambicides. Et comme on était aussi intéressé aux scolites, on a ajouté de l'alpha-pinène et de l'éthanol à nos mélanges. Donc voilà le dispositif. Bon, c'est un dispositif classique sur des pièges soit à croisillon, soit Lindgren. Et vous pouvez voir que c'est relativement simple puisque sur le côté à gauche, vous avez le tube de mélange avec les 8 composés phéromonaux que l'on verse sur un coton de dentiste qui lui-même est mis dans un sac en polyéthylène et qui permet d'avoir une diffusion relativement régulière et qu'on a estimé à 3 semaines des produits attractifs pour ces espèces. Et ensuite, bon, les autres composés sont donnés par des doses commerciales, alors que pour le mélange, c'est complètement expérimental. Donc nos tests, bien, on les a faits, comme vous pouvez le voir, sur les points rouges, sur des ports d'entrée au sens large, maritime, fluvial, aéroport ou marché national, comme celui de Rungis, et avec des tests à côté de cela en forêt, en essayant de couvrir un maximum d'écosystèmes méditerranéens, alpins ou de plaine, avec donc ces mélanges. Et voilà le résultat. On a une généricité dans l'activité qui nous a semblé pas mauvaise, puisque on a capturé plus de 50% de la faune native et, comme vous pouvez le constater, la majorité des espèces qui sont liées, qui sont xylophages. On n'a pas capturé d'espèces qui sont sur des herbacées, ni évidemment les espèces qui sont aptères comme les calions. Mais pour le reste, on a 25 des 42 tribus qui sont bien représentées, avec 10 tribus à 100% des espèces capturées et 15 à plus de 50%. Vous pouvez voir par exemple sur les Kitini où on a 79 espèces, où on a à peu près 25 espèces, on a capturé 79% de ces espèces. C'est, je pense, relativement intéressant. Et surtout, on n'a pas constaté de répulsion, sauf dans un cas, mais qui ne correspondait pas au mélange phéromone, mais qui correspondait à la répulsion de Phimatodes testaceus pour l'alcool. Alors, ça nous a amené cette année à développer un projet qui s'appelle le projet SOR, avec une surveillance beaucoup plus complète des ports dans le territoire, où on a 12 ports qui ont été surveillés avec le mélange, 12 ports surveillés avec le mélange. Et là, vous avez l'exemple du mine de Rungis, avec des pièges à l'intérieur du port et des pièges à l'extérieur. Bon, l'idée, c'est évidemment, dans le port, de voir ce qu'on attrape quand ça arrive, et à l'extérieur, de voir si on a eu une expansion des espèces une fois qu'elles sont arrivées. Et on a cette fois-ci utilisé des pièges non seulement noirs, mais également verts, avec comme idée de capturer des buprestes. Partout où ça a été possible, on les a mis sur les décharges de bois, les stocks de palettes, c'est-à-dire
des zones où les insectes avaient plus de chances d'aboutir à la fin de leur développement par rapport à l'arrivée sur le territoire. Et donc, voilà ce que ça a donné. On a notamment capturé 4 espèces, dont 3 d'entre elles sont établies aujourd'hui. Trichophérus campestris, au départ, on l'avait capturé à Huningue qu'à l'intérieur du port. Maintenant, on l'a capturé à l'extérieur du port, donc avec une forte suspicion d'établissement. Xylotrechus chinensis, on l'a capturé à l'intérieur du port de Sète, mais également à l'extérieur. Et aujourd'hui, comme on a disposé des pièges un peu plus loin, il est bien établi et il se développe notamment vers l'ouest du département de l'Hérault. Cordillomera spinicornis d'Afrique tropicale, on l'a capturé à la fois à Sète et à La Rochelle, mais uniquement à l'intérieur du port, jamais à l'extérieur. Et le Xylotrechus, qui est bien implanté maintenant en France, l'intérêt, c'est qu'on l'a capturé massivement dans tous les ports du Sud, mais également on l'a capturé en région parisienne, alors pas cette année, mais l'année précédente, dans des pépinières, ce qui veut dire qu'il est transporté via les marchandises qui partent des ports, et donc il peut être maintenant disséminé à peu près partout. L'intérêt aussi, c'est qu'on a capturé massivement une espèce native qui est le Monocamus caloprovincialis. Notamment, on a capturé près de 400 dans le port de Fos-sur-Mer. Et donc, il est vecteur du nématode du pin. Et la question qui est posée, c'est est-ce qu'il vient des zones environnantes et lui, il investit le port, ou est-ce qu'il a été transporté? Et donc, est-ce qu'il peut être identifié, enfin, est-ce que l'origine de ces populations peut être identifiée? Et on est en train de travailler des tests génétiques pour cela. On a également capturé 4 espèces de scolites, hein, le Xylosandrus crassiusculus à l'intérieur et à l'extérieur du port de Bayonne, la Masa nirtrincata dont vous a déjà parlé Thomas, on l'a capturé à l'intérieur du port de Fos-sur-Mer, mais également sur pas mal d'autres sites là dans la nature. Et ce qui est assez préoccupant, c'est que qu'il n'est pas établi, mais le platype Euplatypus parallelus, on l'a capturé à Sète, au Havre, à La Rochelle, et à l'extérieur cette année du port de La Rochelle. Et également, il y a eu une première détection beaucoup plus loin, puisque c'est dans le bocage vendéen où il a été capturé sur 3 pièges différents. Donc, forte suspicion d'établissement. Et un deuxième platype, Euplatypus inzi, à l'intérieur de La Rochelle et à l'extérieur du port de La Rochelle, avec donc la possibilité que lui aussi, il avance vers un établissement effectif. Par contre, on n'a pas capturé de bupreste qui soit exotique. Alors, ce qui est intéressant à signaler pour vous, c'est que on a pu, au travers de nos collaborations internationales, on a un labo commun avec les Chinois, par exemple, tester l'attractivité de ce mélange dans différents autres pays du monde, en particulier donc dans 12 provinces de Chine, aux USA, au Canada, en Australie, et dans 12 pays européens, avec comme idée, si une espèce est capturée en nombre avec le même mélange, sur un autre continent, la probabilité de capture à son arrivée en Europe est plus importante. Et ça nous a amené à 335 espèces déjà piégées au niveau mondial, et donc, c'est ça le plus intéressant, 108 avec plus de 20 spécimens. Vous pouvez voir sur le graphique de droite qu'on a une bonne attractivité générique pour des tribus comme les Clitini, les Calidini, les Monocamini, etc. Et également, bon, vous avez, au travers de ce graphe, la différenciation entre les différentes tribus. Très concrètement, on a pu capturer 11 espèces de Monocamus, 15 espèces de Xylotrechus, 11 espèces de Phimatodes sur différents continents. Et ça montre qu'on peut utiliser ces produits. Alors,
là, on parlait de Xylotrecus chinensis. Ben, l'intérêt, c'est qu'on l'a capturé à la fois en zone native, à Pékin, et on l'a capturé en Grèce et en Espagne avec le même mélange. Inversement, pour ce qui nous concerne, Pimades testaceus, qui est une espèce européenne, a été piégé dans tous les pays européens en masse avec le mélange, mais a également été piégé au Canada, dans l'Ohio et au Michigan, où il a été donc introduit comme organisme envahissant. Bon. Quel est le futur? On est en train de tester l'addition de nouvelles phéromones de cérambicides et voir si on a une répulsion ou pas. Notamment, on teste la phéromone de Aromia bingi qui est envahissant en Italie et en Allemagne. Et on l'a déjà développé des mélanges à 10 composés, pour être précis. Idem pour la Rosalianone, qui est la phéromone spécifique de Rosalia, qu'on teste en Chine et ici. Bon, évidemment, certaines tribus ou espèces ne peuvent pas être capturées. Mais bon, un problème pour nous, c'est que autant pour les cérambicides, on a pu avancer, il semble beaucoup plus difficile d'arriver à une telle attractivité générique pour des groupes de xylophages importants, et de saproxylophages importants comme les buprestes. On teste également la mise en place de pièges totalement automatiques, fonctionnement sur batterie solaire et transmettant à distance les images de capture. Là, vous avez un prototype qui est en ce moment testé à la Villa Turet à Antibes et qui marche relativement bien. On peut arriver à avoir une mini-identification, parce qu'il faut quand même que ça soit validé pour certains groupes en particulier de manière plus fine, mais on peut avoir une mini-identification à distance et en temps réel. Et on teste également d'autres couleurs de pièges ou de combinaisons de couleurs, notamment le vert et le noir symbolisant, par exemple, la canopée versus le tronc. Ceci dit, l'obstacle, c'est de réaliser que ça ne peut être qu'un outil, parce que la probabilité que les individus arrivent au stade adulte ou un stade proche de l'état adulte dans les ports d'entrée, c'est relativement faible. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle on met les pièges au niveau des déchets de bois, où, en malheur, un certain nombre de déchets restent un certain temps et donc sont propices au développement jusqu'au stade adulte pour les insectes en question. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Alain, en tout cas pour ces perspectives internationales et puis ces perspectives d'évolution de technique. Donc, n'hésitez pas à poser quelques questions à Alain via le système de questions-réponses, on lui transmettra. Et donc, on va donner la parole maintenant à Rodolphe Rougerie pour aborder les questions de technique d'ADN. Donc, voilà, sa caméra est activée. On va faire un essai son et puis ça sera parfait. Ouais, merci Bruno, vous m'entendez? Ouais. Voilà. Bonjour à tout le monde, je vais lancer le partage. Voilà, est-ce que vous voyez la présentation? Donc, on est parfaitement dans les clous. La vie est belle. Et donc, tu as une vingtaine de minutes pour présenter les outils d'analyse moléculaire. Et voilà. Ça marche, merci. Du coup, c'est bon là sur le diaporama, vous avez bien ma fenêtre, ok. Donc, oui, pour me présenter rapidement, je m'appelle Rodolphe Rougerie, je travaille au Muséum national d'histoire naturelle. Je vais quand même préciser que parce qu'il y a beaucoup de coléoptéristes ici, que je suis lépidoptériste en fait, donc je suis un peu un intrus du point de vue groupe d'études, mais que j'ai été amené à travailler justement sur les coléoptères par ces approches génétiques, avec un certain nombre de collègues qui sont présents ici, soit comme intervenants, soit comme dans l'audience, j'ai vu, j'en profite pour les saluer. Et donc, vous verrez que même si je montre quelques exemples avec des coléoptères saproxyliques, je prends aussi des exemples chez mon groupe d'études. Quand il s'agit de taxonomie, c'est plus facile de parler justement pour moi de papillons. Donc, pour
évoquer, je ferai une rapide introduction, puis après j'irai directement sur les aspects code barre ADN, même si les outils génétiques, ce n'est pas seulement les codes barres ADN, mais ce sera quand même le sujet principal de cette intervention, avec leur utilisation pour l'identification des espèces, ou leur utilisation aussi en taxonomie intégrative, et enfin un peu une partie où je montrerai un peu comment en pratique on utilise ces outils. L'approche génétique en taxonomie pour l'identification des espèces, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, hein. Ça s'est développé depuis le milieu des années, enfin en tout cas des approches de séquençage depuis le milieu des années 70, et dès les années 80, on utilisait ces approches génétiques pour identifier des individus, caractériser des espèces avec des profilages par RFLP ou cartographie génétique. Et ça s'est considérablement développé avec l'apparition de la PCR. Bon, maintenant, tout le monde a clairement entendu parler depuis la crise Covid, et tout ça pour l'identification notamment des virus, des bactéries, et progressivement d'autres organismes. Alors, je vais faire un saut rapide dans le temps pour aller directement sur cette question des codes barres ADN, hein, dont beaucoup d'entre vous ont très certainement entendu parler, qui rejoint cette idée d'identification des espèces par des outils génétiques, avec par contre une proposition, donc c'était par Paul Ebert, un chercheur canadien, et ses collaborateurs, de standardiser l'approche, c'est-à-dire de proposer d'utiliser un marqueur universel qui serait utilisé par tout le monde, le même marqueur dans le monde entier pour identifier les espèces. C'est une approche, donc cette proposition de standardisation par les codes barres ADN qui a connu un assez grand développement et succès depuis sa proposition de 2003. Il y a eu quand même pas mal de discussions, de controverses. Là aussi, je suis obligé d'aller très vite, mais simplement qui ont permis aussi d'évoluer sur nos connaissances des limites, du potentiel de ces outils-là, de l'interprétation des résultats. Mais c'est quelque chose qui a quand même été très largement adopté par la communauté internationale, avec des projets notamment importants qui sont de manière générale chapeautés par un consortium international qui s'appelle IBOL, International Barcode of Life, et qui a mené des projets comme donc Barcode 500K entre 2010 et 2015, ou maintenant Bioscan qui est en cours, qui réunit plus de 30 nations. Et donc des scientifiques qui soient taxonomistes, biologistes de l'évolution, écologues, intéressés par la conservation, etc., qui vont utiliser ces marqueurs génétiques pour identifier leur modèle d'étude. Donc ces codes barres ADN, je vais séparer un peu en deux parties leur utilisation pour identifier les espèces de la partie plus intégration en taxonomie. Donc l'idée est vraiment très simple, c'est vous séquencez un marqueur génétique, une courte séquence, vous la voyez ici qui est dans le bas de la fenêtre. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais vous avez une séquence qui est collée ici dans une fenêtre. Donc en faisant un simple copier-coller d'une séquence qui est produite dans un laboratoire, vous comparez cette séquence avec des séquences existantes dans une base de données et vous obtenez un match, c'est-à-dire vous avez ici, sur la fenêtre de droite, une liste de spécimens de cette base de données avec la similarité génétique par rapport à ce court fragment d'ADN de ces individus. Et donc, ça vous propose, dans la mesure où on a un marqueur qui caractérise les espèces, donc ce marqueur qui a été choisi, ça vous propose donc un degré de similarité et de pouvoir faire des identifications. Alors évidemment, cette identification, elle va dépendre de la qualité de votre librairie de référence et de la confiance que vous pouvez donner à ce qui est déjà dans la librairie. Donc, ici, en l'occurrence, vous avez des séquences similaires à 100%, donc exactement identiques, pour des spécimens identifiés comme Xyliborus monographus dans la base de données. Et vous voyez que c'est des résultats qui sont publiés, donc avec un lien, vous pouvez aller vers la publication qui est derrière ces séquences de la librairie de référence, savoir qui les a identifiés, d'où ils viennent, etc. Donc encore une fois, c'est ce que je vous expliquais, cette librairie de référence, c'est vraiment le socle fondamental de l'approche du barcoding, des codes barres ADN, c'est d'avoir des séquences qui sont déjà identifiées dans cette librairie de référence, qui soient identifiées rigoureusement par des experts et auxquelles on va donc pouvoir comparer les séquences de spécimens inconnus. Donc c'est important que ces librairies soient exhaustives autant que possible, que les identifications soient rigoureuses, qu'elles évoluent aussi avec l'évolution de la taxonomie. Et ce qui est important aussi, c'est que les spécimens qui servent de référence soient aussi
eux-mêmes conservés, qu'on ait les métadonnées sur qui les a identifiés, où ils sont conservés si on doit les reconsulter, etc. Et donc, vous comprenez qu'il y a un rôle très, très important des taxonomistes, des experts taxonomistes pour la construction de ces librairies, afin de partager et rendre aussi accessible leur expertise via cet outil. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour parler quand même un peu de coléoptères saproxyliques, j'ai participé à un projet Passifort à partir de 2013, et plus récemment avec le projet CleanTree financé par l'ANR, sur la construction. Donc, une partie était justement consacrée à la construction de librairies de référence pour les coléoptères saproxyliques, dont je vous ai mis ici 2 références qui ont été publiées, dans laquelle il y a un peu un état des lieux du progrès sur ces aspects-là pour la librairie française. Et justement, en référence à ces 2663 espèces listées dont bougeaient les collaborateurs en 2019, on en a 22% de ces espèces qui sont représentées dans les librairies de référence à partir de spécimens français, donc originaires de France. Et par contre, plus de la moitié, 58% de ces 2663 espèces qui sont représentées dans la librairie de référence quand on considère aussi des spécimens d'origine autre que française, donc des espèces représentées par des spécimens d'autres pays européens. Sur ce volet identification des espèces, juste pour vous présenter quelques applications, il y en a beaucoup, j'en ai sorti quelques-unes justement qui n'ont plus rien à voir avec les coléoptères saproxyliques, mais simplement pour vous montrer que c'est un outil qui peut être utilisé avec des applications très concrètes pour identifier ici par exemple, donc on veut des articles de presse sur de la viande de brousse, ça peut être identifier des produits transformés ou non transformés sur le menu ou sur des marchés pour détecter soit de la fraude à l'affichage par exemple, des choses comme ça. Et un volet aussi que j'aborde très rapidement, c'est l'aspect métagénomique et métabarcoding qui aussi s'est développé sur la base de cet outil pour l'identification des espèces et qui là ne consiste plus à identifier un spécimen, mais plutôt donc le métagénome d'un prélèvement complexe. Donc si vous imaginez ce prélèvement-là qu'on voit ici avec beaucoup de spécimens issus d'un piège malaise, on ne va plus extraire l'ADN individuel d'un spécimen, mais extraire l'ADN complet de tout le prélèvement et pouvoir identifier par séquençage grâce à des méthodes de séquençage, des protocoles qui sont maintenant très puissants et très performants, on va pouvoir identifier l'ensemble des espèces qui sont dans ces prélèvements. Et ce type d'approche qu'on qualifie de métabarcoding, elle peut aussi être utilisée à l'échelle d'un individu pour documenter en gros son environnement interne, externe aussi. Donc, j'ai pris l'exemple de cette chenille où vous pouvez, en séquençant l'ADN métagénome de cette chenille, à la fois les parasites qui sont potentiellement à l'intérieur, les hyménoptères, diptères, les nématodes, mais aussi des bactéries, la plante qu'elles consomment, ou encore des champignons qui peuvent être à l'extérieur ou à l'intérieur de cet individu. Voilà. Plus d'un point de vue pour les taxonomistes, ces outils d'identification peuvent aussi permettre un peu de distinguer ce qui relève de la variation individuelle et du polymorphisme, comme ici, donc sur un exemple en haut à gauche de papillons. On a un polymorphisme chez une espèce, par contre, vous voyez qu'il y a 2 autres espèces différentes qui sont, elles, très proches d'une des 2 formes. Dans l'exemple en dessous, c'est pour l'appariement de sexe, mâle et femelle de certaines espèces. Donc, c'est un outil qui est particulièrement puissant pour ce type de choses. Mais aussi, avec l'exemple de cette chenille, vous pouvez identifier les stades larvaires des espèces grâce à cet outil. Voilà, et donc, ça m'amène à ma deuxième partie sur la taxonomie intégrative, où justement, on peut incorporer ces données génétiques à l'approche taxonomique de description ou de révision taxonomique. J'ai mis une référence ici à un article de Padial et collaborateurs qui est en accès libre, qui est intéressant puisqu'il propose une conceptualisation de cette approche de taxonomie intégrative, même si évidemment, globalement, les taxonomistes depuis très longtemps ont une pratique intégrative de la taxonomie. Et ici, on l'entend dans un contexte où on combine des approches traditionnelles, plus morphologie, écologie, comportementale, avec des données génétiques. Mais cet article reprend assez bien tous ces concepts où justement, donc, en combinant des sources de caractères différentes, en
en testant leur congruence ou en additionnant leur signal pour pouvoir émettre des hypothèses assez robustes de discrimination d'espèces. Donc, que ce soit de la génétique, donc, mais de la morphologie, des tests de reproduction, de l'écologie, de la géographie, du comportement, etc. Alors, je vous ai pris après des exemples, donc je vous disais sur des lépidoptères, hein, je ne suis pas parti sur des coléoptères saproxyliques qui ne sont pas mon rayon, mais et une étude de taxonomie intégrative, il y a plusieurs façons de la commencer, c'est-à-dire que vous pouvez être en tant que taxonomiste, avoir repéré des choses d'un point de vue morphologique, des choses qui vous paraissent suspectes, des variations qui pourraient relever de la discrimination d'espèces, donc d'espèces différentes, puis ensuite vous voulez tester avec d'autres caractères comme les caractères génétiques, mais parfois et de plus en plus, comme maintenant on fait énormément il y a des groupes où on a énormément de données de barcodes, c'est justement ces barcodes, ces séquences ADN qui vont vous mettre en évidence des nouveaux cas de potentielle diversité cryptique où vous avez des choses qui n'étaient pas forcément soupçonnées. Donc j'ai pris un exemple ici d'une espèce de Saturnide asiatique où quand on a séquencé un certain nombre d'individus de cette espèce, on s'est retrouvé avec des groupes génétiques assez bien caractérisés. Et donc, la visualisation ici, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un arbre de distance génétique, pas une phylogénie. Et donc, la longueur des branches représente la distance génétique entre les individus. Chaque nom que vous voyez, là, les individus à l'extrémité des branches, ce sont des individus séquencés. Donc, vous voyez qu'ils se regroupent en trois groupes, en trois clusters génétiques. Donc, quand on a fait cette observation, on est ensuite revenu à la morphologie pour aller disséquer des spécimens, aller voir des caractères classiques chez ces papillons, donc dissection de génitalia. On a pu ajouter un autre marqueur nucléaire, parce que des fois, c'est intéressant d'avoir aussi des données génétiques indépendantes, d'ailleurs, donc un marqueur nucléaire dans ce cas-là, pour avoir plus de caractères pour corroborer ces hypothèses d'espèces différentes. On a aussi été séquencé, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi avec ces approches, c'est que pour le coup, la question se pose quand on a la diversité cryptique de savoir quelle espèce est déjà décrite en fait. Parce que donc la référence c'est le spécimen type, mais ce type en l'occurrence c'était une femelle donc il ne possédait pas morphologiquement des caractères discriminants et donc on a séquencé le barcode de ce type qui était capturé dans les années 30, hein, donc on peut séquencer des spécimens anciens comme ça. Ça nous permettait de savoir justement laquelle de ces trois espèces dont on avait maintenant l'évidence qu'elles étaient nouvelles, donc laquelle était déjà décrite et lesquelles étaient à décrire. Et donc ça nous a amené à décrire ces espèces qui finalement sont différentes à la fois d'un point de vue morphologique, génétique et isolées également géographiquement. Alors, j'ai un second exemple encore chez les papillons, chez les sphinx australiens, où pour le coup ce que vous voyez c'est un arbre de distance génétique avec donc, de nombreuses branches, mais pour tous les sphingides du continent australien. Et ce qui est mis en lumière ici par des couleurs comme en vert ou en rouge, c'est justement des cas où la taxonomie traditionnelle, les espèces qu'on reconnaissait avant cette étude, ne sont pas en accord, en congruence parfaite avec les résultats des analyses génétiques. Donc en rouge, c'est des cas où diversité cryptique potentielle, où justement des espèces se divisent en plusieurs groupes génétiques. Ou à l'inverse, en vert, c'est des cas où plusieurs espèces partagent les mêmes séquences de barcode ADN. Et donc potentiellement des cas de synonymie notamment. Et je vais juste m'attarder sur un exemple ici d'une espèce, Cosmerix enceus, où si on visualise cet arbre, donc ce que vous voyez là, les traits qui ont été projetés dans Google Earth sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Australie, la pointe est de l'Australie, ça représente donc ces deux groupes, ces deux clusters génétiques en vert et en rouge. Et en fait, là, on s'est rendu compte qu'il y avait un isolement écologique fort avec un des clusters qui correspondait à des forêts sèches d'eucalyptus et l'autre à des forêts tropicales de l'Est australien et qui était aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est assez logiquement. Et donc, c'est des informations qui font sens, mais qui ne nous étaient pas vraiment connues parce qu'on avait travaillé sur des spécimens de musées où on n'avait pas ces informations écologiques. Et donc, en l'occurrence, une approche de taxonomie intégrative ici qui combine morphologie, puisqu'on a ensuite trouvé des caractères génétiques et écologiques. Voilà. J'en passe maintenant à une partie qui est plus pratique pour vous montrer, pour certains d'entre vous qui n'ont peut-être jamais entendu parler ou vu des données de barcoding, simplement comment ça se passe, comment on en arrive à intégrer ces outils dans sa pratique de taxonomie. Donc le process est assez simple, on part de spécimens, soit de nos collections, soit juste lors de la collecte du terrain, à partir desquels on va faire un prélèvement de tissu. Chez les insectes, ce qui est le plus commode et qui marche très très bien, c'est de prélever une patte ou un fragment de patte. En l'occurrence, ici, un papillon qui est de grande taille, on ne prendrait pas vraiment la patte entière, mais juste un fragment même du fémur,
qui va être transféré dans des plaques. Là, vous voyez la visualisation de ce qu'on appelle une plaque pour ensuite les extractions d'ADN. Donc tout ça, ça part au laboratoire et ça va suivre les étapes classiques de laboratoire avec l'extraction d'ADN, l'amplification par PCR et le séquençage qui peut maintenant être fait par différentes méthodes. Je ne vais pas m'attarder sur ces questions-là, mais avec encore une fois aussi quand même une puissance de séquençage et des coûts qui sont en baisse assez forte. On pourra en parler si vous avez des questions sur justement combien coûte un barcode à l'heure actuelle. Et donc ces séquences, elles vont ensuite dans une base de données qui est il y a une base de données centrale il y en a d'autres, mais il y a une base de données qui centralise les codes barres ADN qui s'appelle BOLD, Barcode of Life Data Systems. Et donc cette séquence, elle rejoint toutes les informations du spécimen sur son lieu de collecte, sa taxonomie, et une photo du spécimen pour constituer cette librairie de référence. Et donc, BOLD, pour vous parler un peu de BOLD, donc, vous avez le lien ici. Je vous invite, si vous êtes curieux, et puis si vous êtes intéressé à l'utiliser, à vous y connecter. Vous pouvez même créer un compte, j'y reviendrai. Il y a une partie, donc c'est une ressource communautaire pour les utilisateurs des codes barres ADN, qu'ils soient taxonomistes ou biologistes ou naturalistes, quelles que soient les questions et les objectifs pour lesquels les gens veulent utiliser des données de biodiversité. Et donc c'est une librairie de référence qui est d'accès global. N'importe qui dans le monde peut se connecter à ce site. Vous pouvez explorer, là vous avez des images du Taxonomy Browser qui vous permettent d'explorer ce qui est déjà dans les librairies de référence en explorant par hiérarchie taxonomique. Vous pouvez accéder et voir ce qui y est et ce qui est public aussi, donc les séquences qui sont publiques, les barcodes qui sont publics, l'origine des spécimens, etc. Donc c'est donc aussi un service d'identification des séquences. Vous avez vu tout à l'heure la copie d'écran sur le copier-coller d'une séquence, c'était fait sur BOLD. Vous pouvez donc identifier des séquences inconnues en comparant à cette librairie de référence, bien sûr. Et c'est un espace de travail aussi pour assembler, pour valider des jeux de données de code barre ADN. Donc avec un accès sécurisé personnel par login et mot de passe qui vous donne accès à un certain nombre de projets que vous pouvez créer dans lesquels les spécimens barcodés sont stockés avec toutes les informations des spécimens. Vous pouvez accéder à des projets publics ou à des projets qui sont partagés avec d'autres collaborateurs. Quand vous rentrez dans un projet de la base de données, ici donc les coléoptères de Corse, un projet récent du programme Planète Revisitée, vous avez des informations statistiques sur ce que contient le projet en termes de nombre de spécimens, nombre de séquences, la complétude des données, etc. Vous voyez dans la partie User Access donc, qui sont les utilisateurs qui peuvent avoir accès. Donc là, c'est moi le project manager, mais donc je peux donner accès à des collaborateurs pour qu'ils puissent participer à ce projet, à l'identification, à la validation de certains records. Là, ici, vous avez une fenêtre où, après, quand vous rentrez dans la liste des records du projet, parce que la liste qui commence en dessous, c'est donc la liste de tous les individus qui ont été barcodés dans le cadre de ce projet, qui sont ici, et vous pouvez ouvrir la page d'un spécimen, et vous avez toutes ces informations dont je parlais avant, photos, taxonomie, lieu de collecte, etc., et les informations de séquence aussi, de séquençage qui sont disponibles, avec de manière importante le lien avec le spécimen dans la collection et ce code unique, la sample ID que vous voyez sur l'image. Voilà, et donc BOLD, c'est aussi un certain nombre d'outils d'analyse pour construire des arbres de distance génétique, visualiser la cartographie, des photos, y compris faire des courbes d'accumulation si vous êtes dans le cadre d'études écologiques, etc. Voilà. Je vais conclure juste pour revenir un peu sur le fait, pour insister sur le fait que c'est des méthodes qui sont vraiment en train depuis un certain temps de se démocratiser en termes de coûts, de temps nécessaire pour générer les données et d'expertise nécessaire pour les mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être biologiste moléculaire pour pouvoir utiliser ces données. C'est donc les codes barres, le gros avantage, c'est cette standardisation de l'approche qui permet de simplifier les outils d'analyse et de gestion des données, de leur publication également. Et tout ça en respectant, on va dire, si vous utilisez ça dans une perspective de taxonomie, la confidentialité des données jusqu'à publication. Donc, c'est la base de données dont je parlais, BOLD, un espace collaboratif qui permet de partager, d'échanger des informations, de travailler ensemble avant publication des résultats. Ces librairies de référence, encore une fois, la communauté des taxonomistes, donc beaucoup d'entre vous sans doute ici, ont un rôle fondamental à y jouer pour construire les librairies, les valider, les corriger au fur et à mesure de l'évolution de la taxonomie des groupes. C'est une façon de valoriser aussi l'expertise taxonomique, le matériel collecté, les collections, qu'elles soient publiques ou privées.
Donc là, les taxonomistes ont beaucoup apporté à ces initiatives. D'un autre côté, le retour, c'est que les taxonomistes aussi utilisent de plus en plus, dans différents groupes, coléoptères, les groupes d'insectes et d'autres groupes, il y a un gain en termes d'intégration de ces données génétiques en plus des caractères traditionnels classiquement utilisés pour pratiquer des révisions taxonomiques, la description d'espèces. Et enfin, juste pour conclure, simplement insister sur le fait qu'il y a à l'heure actuelle pas mal d'initiatives à la fois nationales avec un réseau en France qui est en train de se monter, là, FAIRBOL, et des initiatives internationales comme le projet Bioscan qui sont en développement, qui sont autant d'opportunités pour continuer à développer les librairies de référence, et donc notamment pour les coléoptères saproxidiques de France, et pourquoi pas d'outre-mer. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a encore pas mal d'espèces qui seraient intéressantes à échantillonner. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention.